Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre première partie de débat pour ce soir qui va concerner la préparation des Égyptiens aux élections présidentielles. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Chérif Amin, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, d'après ce que vous voyez, vous n'êtes pas toujours résident en Égypte, n'est-ce pas? Oui, vous êtes entre l'Égypte et la France. Bon. Comment remarquez-vous, qu'est-ce que vous remarquez concernant la préparation des Égyptiens aux élections présidentielles qui, bien entendu, sont très proches? D'abord, bien sûr, les Égyptiens à l'étranger, ils sont très solidaires et loyaux aussi, fidèles à leur pays. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. On l'a vu pendant les périodes les plus difficiles, après la révolution populaire du 30 juin 2013 et comment les médias occidentaux, ils n'étaient pas vraiment impartials. Ils prenaient des positions un peu influencées contre l'Égypte. Alors les Égyptiens étaient là à défendre leur pays, à parler dans les médias. Et je crois qu'actuellement, les Égyptiens, ils sont en train de s'organiser, bien sûr. Ça sera un week-end, puisque ça sera le 16, le 17, le 18. Donc, c'est un long week-end à partir du vendredi. L'ambassade de l'Égypte est toujours préparée pour ces événements. En coordination avec le ministère de l'Intérieur, je parle de la France bien sûr. Alors, et je crois qu'il y a pas mal des groupes, des associations égyptiennes là-bas qui vont ramener un certain nombre de gens pour y aller. Ceux qui travaillent le vendredi ou qui travaillent le samedi, et surtout dans les entreprises ou les restos où il y a des patrons égyptiens, ils ont aussi la liberté d'y aller ce jour-là. Et je pense qu'en France, on peut voter à Paris et à Marseille aussi, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Les consulats égyptiens sont ouverts ailleurs. Et de ma connaissance, bien sûr, les efforts sont déployés. Les efforts maximaux parce qu'on sait tous que cette question de représentation de l'Égypte devant le monde extérieur. N'oublions pas que les dernières élections, quand même, les médias français se sont déplacés pour prendre les images devant l'ambassade pour voir et tester comment la réaction des Égyptiens. Et c'était impressionnant. Il y avait une forte présence des Égyptiens, très honorable, et qui a comblé toutes les lacunes qui existaient pour nous critiquer ailleurs. Justement, quel message doit envoyer la participation au scrutin? Que le peuple égyptien, d'abord, ces élections n'est pas pour une personne, c'est pour un pays. On ne vote pas pour le président El-Sisi parce que c'est le président actuel et c'est tout. Non, c'est parce qu'il y a un projet, il y a un avenir. Donc c'est une mobilisation. Ou pour l'autre candidat, c'est-à-dire bien sûr, l'un ou l'autre. Bien sûr, sauf que bien sûr, le président El-Sisi, il a porté le fardeau le plus dur à porter depuis 2013-2014 et c'était considérable. On était à l'époque boycotté par plusieurs pays. Il a tout reconstruit sur le niveau africain, méditerranéen, européen, je veux dire, avec les pays du Golfe, avec les États-Unis, la Russie. Donc, il fallait reconstruire tout de zéro. Alors, je crois que le message est clair. C'est la construction de l'Égypte. Et cette construction-là, les Égyptiens doivent donner l'impression au monde qu'on n'est pas affaibli. On a passé par une épreuve très dure, comme exactement les Français après la Deuxième Guerre mondiale, avec le général de Gaulle. Alors, nous aussi, on a passé une épreuve très dure. On est en train de passer encore cette épreuve, sauf qu'on est conscient qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler, il faut voter parce que tout simplement, c'est un avenir, c'est une question d'avenir. On a vu en 2011, lorsque les Égyptiens sont sortis dans les manifestations de 25 janvier, comment après ça,
il n'y avait pas encore une conscience véritable de la politique. Maintenant, il y a une conscience. Les gens, ils savent qu'on était à 2 pas de la destruction. On était, je suis obligé de le dire, mais on aurait devenu comme la Syrie ou comme la Libye. Alors, c'est clair qu'on vote parce qu'on a une responsabilité envers notre pays. Bon, et n'est-ce pas qu'avant les élections, les candidats ils doivent présenter leur programme? Oui. Alors, d'abord, je l'avais dit dans plusieurs analyses, le président Sisi, il a passé 3 jours dans une émission directe, c'était l'histoire d'une nation, où il a donné un compte rendu. Ça, c'est jamais vu. Même à l'étranger, dans les pays dans les démocraties occidentales, personne ne passe 3 jours consécutifs entouré des jeunes, les femmes, toutes les minorités, de tout le gouvernement, de tout le monde, et question en direct pour rendre un compte et à dire ce qui était achevé et ce qui n'a pas été achevé. D'abord, pour l'Égypte, c'est une transparence de jamais vue, c'est inédite. Alors qu'un président s'assoit et nous dise voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je compte faire avec un planning. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Et aussi, il a la responsabilité militaire, ça c'est très important, parce que l'Égypte, elle est en train de mener une guerre qui n'est pas une guerre régulière, c'est une guerre de renseignement, une guerre d'information, une guerre de terrorisme intérieur, mais qui est financée, comme le président Sisi l'avait dit dans le centre de commandement au Sinaï, c'est qu'il y avait un plan qui était dressé pour détruire l'Égypte sur 15 ans. Et maintenant, on est en train de travailler sur la défense de l'Égypte. Donc, il a une responsabilité militaire aussi, qui va vraiment une responsabilité historique. Si ce n'est pas quelqu'un à la hauteur, bah, on va tout perdre. C'est pour cela qu'il y a une confiance sur la personne qui nous parle et qui donne un compte rendu. Bon, et pour l'autre candidat? Bah, l'autre candidat, bien sûr, on est dans une démocratie actuelle. Il a tout le droit à parler et à s'exprimer. Il a déjà parlé, M. Moussa. Il a parlé, il s'est exprimé. C'est quelqu'un de représentable, quelqu'un qui aime l'Égypte. C'est-à-dire que nous, maintenant, les élections, ce n'est pas à diaboliser l'un l'autre. On a une bonne foi, que chacun veut construire le pays. Mais il y a une question aussi, c'est l'expérience. L'expérience, parce que la situation actuelle de l'Égypte, ce n'est pas une situation normale. Il faut quelqu'un avec une pensée très fine, très subtile pour manœuvrer. Alors, je crois que l'autre candidat, il a une expérience dans l'industrie, dans les constructions. Je souligne encore une fois, bien sûr, il a la bonne foi pour construire l'Égypte. Nous tous, on a la bonne foi, nous aimons notre pays. Nous souhaitons réaliser tous les projets. Mais bien sûr, on passe par une période où il faut vraiment choisir la personne qui est capable de prendre les bonnes décisions, parce que l'aventure ou l'inexpérience, ça peut vraiment nous amener dans une situation lamentable. Bon, et d'après vous, quelles devraient être les priorités de l'Égypte pour les 4 prochaines années? Alors, la priorité, c'est bien sûr la reconstruction économique. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'à l'extérieur, il y a encore la reconstruction du Moyen-Orient qui se fait dans les coulisses de plusieurs gouvernements étrangers. Et nous, on est inclus dans cela. Donc, on a 2 fronts. On a 2 reconstructions et on doit dire au monde qu'on est responsable pour ramener d'abord, parce qu'une des lignes de défense, c'est une économie forte. Si on amène d'investissements étrangers, il y aura souvent un obstacle contre les plans de détruire l'Égypte ou de la déstabiliser, parce qu'il y aura toujours des intérêts économiques. Alors ça, c'est une des choses qu'il faut déployer. Déjà, l'infrastructure, sous la présidence de président Sisi il y a 4 ans, l'infrastructure, les routes, l'électricité, l'eau a été construite. Il y a aussi un aéroport qui sera inauguré bientôt, je crois qu'à l'est du Caire.
C'est toute cette construction de l'infrastructure, elle est essentielle pour les prochaines 4 années, pour l'investissement. Et aussi, nous avons une force armée bien solide, avec un système très sophistiqué. On a aussi les meilleurs combattants dans la région, on est fiers de le dire. Et on est préparé à toute confrontation, si, que Dieu ne le permet pas, mais si on est obligé, bien sûr, on le fait pour protéger nos ressources pétrolières, nos ressources de gaz dans la mer, dans le ciel et sur la terre. Mmh. Bon, si on parlait du bilan du président Abdel Fattah al-Sisi de son précédent mandat sur le plan militaire, social, politique et économique. Militaire, bien sûr, on a vu comment on était frappé très dur à plusieurs reprises au Sinaï. On a eu pas mal de martyrs. Et je suis heureux qu'on ait un président qui nous dise la vérité. Il a dit la dernière fois, lorsqu'il portait l'uniforme militaire, ça c'est un signe qu'il est responsable, c'est-à-dire qu'il mène son boulot jusqu'au bout. Qu'il a dit, les plans pour détruire l'Égypte ont été faits il y a 15 ans. On a découvert des choses qu'on n'avait pas connues avant, durant la campagne actuelle au Sinaï. Ça, c'est très solide comme déclaration. Il aurait dit, oui, on comprend tout, on sait tout, mais il a dit, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Alors, il était franc. Et là, je trouve que, c'est-à-dire, c'est comme Churchill lorsqu'il a promis les Britanniques, je vous promets 3 choses, les larmes, les sueurs et le sang. Il a dit la même chose. On va découvrir d'autres choses. C'est un travail de 15 ans d'autres pays qui ont fait. Et nous, alors, il a mené d'abord, on a construit un centre de commandement au Sinaï, qui est une forteresse électronique sous la terre. Et c'est une forteresse qui est un signe qu'on n'est pas un pays faible et qu'on va défendre nos frontières Est. Et c'est quoi cette forteresse? Alors, c'est le centre de commandement. Moi, je l'appelle forteresse parce que dans l'ancien temps, c'était comme ça. Mais maintenant, au XXe siècle, ça ne marche pas avec des forteresses bien construites, mais des centres de commandement contactés avec les satellites, contactés avec des télécommunications cryptées. Alors, tout ça, je crois qu'il a donné un signe. Et pourquoi c'est souterrain? Parce que tout simplement, on est obligé de se méfier de tout. On ne sait jamais qui peut oser, comme le 28 janvier 2011, on a trouvé une situation chaotique en Égypte du jour au lendemain. Oui, mais le centre de commandement souterrain, c'est connu. Son emplacement est connu. Oui, mais c'est souterrain, c'est-à-dire c'est blindé. C'est blindé, c'est pas accessible à tout bombardement comme ça. On est bien solide, c'est-à-dire on prend nos précautions, c'est clair. Et on a fait la même chose à l'Est avec la Libye, avec le centre de commandement de Mohamed Naguib. Alors, je crois on a donné un signe qu'on est là, on est préparé, et notre marine aussi, c'est une superbe marine, et on est prêt avec les Mistral, les FREMM, à protéger nos frontières maritimes. Alors, politiquement, je crois que tout le monde avait le droit de s'exprimer à un certain moment comme jamais vu. Il y avait des critiques dans la télé, par plusieurs médias. Et ça aussi, c'est une chose que notre président, il a compris parce qu'il a quand même une expérience de renseignement avant. Alors, il n'est pas isolé. Il sait comment il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. Et il n'est pas isolé des jeunes. Il sait comment la mentalité marche maintenant et que ce n'est plus la politique d'autruche qu'on va cacher la tête. Qu'il faut discuter, qu'il faut parler. Et voilà, c'est quelqu'un qui construit son pays. Il y a des défaillances, il y a des réussites, mais ça marche. Alors, je crois que politiquement, le résultat, voilà, on voit maintenant un candidat qui se présente, il parle librement, il n'a pas de soucis, il y a des gens qui sortent pour des manifestations pour le soutenir. Alors, ça c'est normal.
Bien sûr, il y a eu certaines organisations, des ONG, qui sont venus à nous dire, à nous faire des accusations sur le droit de l'homme. Mais écoutez, c'est la guerre contre le terrorisme. Je crois que l'Occident a pris aussi des mesures assez draconiennes comme la nôtre. Et alors, je crois on a tout le droit à aussi ouvrir la voie politique, mais aussi être très alerté à ne pas laisser ceux qui veulent détruire notre société. Et c'est le droit de tout pays, c'est le droit du président Sisi qui est un garant de la souveraineté et de l'intégrité du pays. Alors, comme tous les pays du monde occidental, lorsqu'ils ont subi les attaques terroristes, ils ont pris des lois. Ils ont déclaré l'état d'urgence. Bien sûr. Et écoutez, en France, il y avait l'état d'urgence. Il n'y avait pas, les manifestations sans autorisation n'étaient pas permises à l'époque. Alors, pareil pour nous. Alors ça, c'est sur le côté politique. Côté économique, je viens de vous dire, bien sûr, sur l'infrastructure. L'infrastructure était vraiment une épine dans le dos de l'Égypte parce que tous les investisseurs venaient dire, écoutez, d'abord, il y a une bureaucratie insupportable. Deuxièmement, il y a l'électricité qui coupe. Troisièmement, où sont les routes, où sont les aéroports et tout ça. Et c'est très important parce que c'est le premier président qui ne compte pas uniquement sur le tourisme. Et c'est très stratégique. Qui ne compte pas du tout sur le tourisme. Oui. Pas uniquement. Oui, voilà. Mais le tourisme, de toute manière, ce n'est pas contrôlable. Voilà. Et moi, je le disais souvent, avant, il y a 30 ans et tout, lorsqu'on disait le tourisme, c'est l'avenir, je disais c'est très dangereux parce qu'on est entre les mains des forces. Un ambassadeur peut juste écrire un mot et on interdit tout, comme les Anglais ils ont fait, les Français, beaucoup de pays, et la Russie aussi. Alors, on est entre leurs mains, on ne peut pas faire ça. La France, par exemple, lorsqu'elle a été attaquée par le terrorisme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé d'autres sources. Lorsque le tourisme a été affecté, c'est la vente d'armes, c'est l'industrie. Mais le tourisme n'a pas été affecté en France. Même en dépit de ces attentats, il n'a pas été affecté. À un certain, pas à la hauteur comme il le voulait. Il y avait quand même un effet, mais ils se sont redressés vite et économiquement, ils étaient solides. Alors c'est ça ce qu'on doit faire. On doit faire une politique d'indépendance économique. Bien sûr, on ne sera pas immédiatement comme la Chine, par exemple. Alors, moi, je suis optimiste pour les prochaines 4 années et j'invite tous les Égyptiens à sortir et voter, que ce soit ici ou à l'étranger. Où est-ce que vous allez voter, ici ou en France? Ici, je serai ici. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On va donc passer à notre seconde partie de débat pour ce soir qui va concerner les relations égypto-africaines.